Florent Babillotte. Merci d'être là. Alors, je vous donnerai la parole après l'interview, l'entretien que nous allons avoir, tous les deux. À la fin, vous aurez des questions. Vous pourrez poser plein de questions. D'accord? Alors, bonjour Florent Babillotte. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre à Antony, dans ce bel espace. Bonjour, merci à tous d'être venus et puis merci de m'avoir invité, ça fait plaisir. Merci à Olivia Rabione, qui est directrice de cet établissement, de cet espace Vasarely, nouvellement installé. Il ne fonctionne pas? Non. Ou alors il faut que je le tienne comme ça. Voilà. Vraiment, c'est pas mal comme ça, proche du menton. Bon, d'accord, je vais essayer. Alors Olivia Rabione, je vais vous donner la parole, parce que je voudrais que vous fassiez une petite introduction à cette rencontre. Volontiers. Donc, bienvenue à l'espace Vasarely qui a ouvert ses portes en novembre dernier et qui est un lieu dédié à la vie associative et à la vie culturelle. Et donc, nous sommes régulièrement très heureux d'accueillir les partenaires de la ville d'Antony et donc aujourd'hui particulièrement l'établissement public de santé Erasme et puis son public et puis son invité surtout aussi, Florent Babillotte. Donc cet événement, on l'a programmé dans Vasarely à l'occasion de la semaine de la santé mentale et c'est important que notre établissement puisse vivre au gré aussi des événements et des manifestations nationales et pouvoir faire résonner ça aussi à Antony. Voilà. Passé ce petit mot, je relaisse la parole. Elisabeth Trémol. Alors Florent, nous allons échanger autour de votre livre, Obscure Clarté, Schizophrénia, paru aux éditions Laïus en 2014. Alors je crois que c'est une réédition. Hein? Tout à fait, c'est une réédition qui a été augmentée avec donc un dialogue à la fin du livre en fait. Et la première parution, c'est 2011. Hein? La première parution est de 2011, tout à fait. D'accord. Alors ce que je voulais vous dire, c'est pas une conférence. Hein. Aujourd'hui, on fait une rencontre que je souhaite entre des échanges entre nous, entre Florent Babillotte et la salle. Voilà, donc pas de conférence, hein, on n'est pas là à l'université. Alors Florent Babillotte, je voudrais vous dire combien j'ai été touchée par la lecture de votre livre, qui raconte des moments de vie jalonnés d'une enfance paisible. Vous êtes entouré, choyé par votre famille. Et puis, brusquement, à l'adolescence, vous êtes envahi d'une immense souffrance qui perdure jusqu'à l'âge adulte. Et je trouve que votre livre est très bien écrit et il a des mots très forts, suggestifs et très illustratifs. Alors, avant de pénétrer dans ce livre, je voudrais qu'on s'arrête sur le choix du titre. Vous avez choisi un titre qui s'appelle « Obscure Clarté ». Alors, deux mots en apparence contradictoires, hein, obscur, sombre, confus, clarté, lumineux, précis. Alors, cet oxymore cherche-t-il à créer un effet de surprise? Alors, première question, première question. Comment s'est imposé à vous le choix du titre? Alors, c'est venu en plusieurs étapes. Effectivement, Obscure Clarté, effectivement, c'est une oxymore et c'est vrai que dans un premier temps, j'avais écrit un texte, un poème, parce que j'ai commencé l'écriture par écrire des poèmes et des textes à l'âge de 17-18 ans. Et il s'appelait Obscure Clarté. Et il retraçait un peu, c'était un passage, un texte où j'étais vraiment pas bien, c'était une mauvaise période de ma vie. Et ça parlait d'une bouffée délirante, en fait, que j'avais fait. Et je me suis toujours dit qu'un jour, si j'avais la chance de pouvoir écrire un livre, il s'appellerait Obscure Clarté, parce que je trouvais que ça, et je trouve toujours que ça relate vraiment bien un esprit confus en fait, et c'est vrai que cette opposition entre d'un côté la clarté qui est peut-être le chemin vers la lumière ou vers l'espoir et le côté obscur qui est justement la maladie, pour moi c'était vraiment important de mettre ça en lumière. Et quand on regarde le livre, en fait dans la réédition on a voulu justement, on a fait exprès de mettre clarté vraiment beaucoup plus claire pour justement montrer que c'est vraiment une touche positive et un message d'espoir en fait. Mais à la base, quand j'ai fait ce poème, si on m'avait dit qu'un jour j'ai réussirai à écrire ce livre, que je serai un jour par exemple devant vous à faire
une rencontre. Franchement, à l'époque, ça me semblait inconcevable complètement, quoi. Déjà, j'écrivais juste des textes et des poèmes. Et même l'écriture de mon livre, il m'a fallu beaucoup de temps pour le faire, mais c'est super, quoi. Vous l'avez fait. C'est bien. Alors, on va aborder votre maladie. Et je vais vous poser quelques questions, mais surtout, je vais revenir sur vos écrits. Hein. Alors, le premier écrit, je suis allée à la page 121, et vous écrivez, j'ouvre les guillemets, « L'autre s'est invité dans ma vie. » Alors, pouvez-vous nous raconter vos premiers symptômes et le déclenchement de cette étrangeté qui vous a occupé? Alors effectivement, il y a un chapitre qui m'a été très difficile à construire qui s'appelle « Une voix nommée l'autre », mais dont je suis très fier parce que je voulais vraiment qu'on rentre dans l'esprit d'une personne atteinte de schizophrénie. Et si je remonte le temps, mes premières crises sont venues à l'adolescence vers 13-14 ans. La première crise que j'ai eue, c'était quand je montais dans le bus pour aller en fait donc au collège, et je monte dans le bus, et tout au fond du bus, je vois une fille avec une frange qui discute avec un copain, et elle rigole, et moi j'interprète ça comme si elle se moquait de moi, et puis d'un seul coup je l'entends qui dit quel est con ce type, alors qu'en fait elle rigole juste avec son ami, mais moi je commence à croire que tout le monde dans le bus dit des choses malencontreuses à mon égard, et je prends peur, donc je me mets tout devant le bus, et j'essaie de faire cesser ses voix, mais du coup ça continue, je commence à rentrer en âge, comme si quelqu'un venait de faire un footing, et du coup je prends peur, je descends quelques arrêts après, parce que je ne vais même pas jusqu'au terminus, parce que je me dis que c'est peut-être la seule solution pour que ces voix s'arrêtent en fait. Et c'est la première crise que j'ai eue. Un peu de persécution, c'est-à-dire vous pensiez que les gens vous voulaient un peu du mal il y a ce sentiment de persécution, de paranoïa, parce que moi j'interprétais un sourire comme quelque chose d'agressif, alors que ce n'était pas du tout le cas. Alors comment vous avez après dominé l'autre, hein, quand vous étiez justement dans ces moments de persécution, ou dans votre livre vous traduisez à certains moments de la violence, hein, vous avez des montées de violence, vous avez envie effectivement de bousculer l'autre, parce que vous avez peur de bousculer, vous êtes tellement en souffrance que... Alors comment vous avez pu dominer cette mort? Alors c'est venu en plusieurs étapes. Je dirais que dans un premier temps, quand j'ai fait mes premières bouffées délirantes, d'un côté il y avait la raison, c'est-à-dire moi, et de l'autre côté il y avait la maladie, les voix ou les hallucinations que j'avais. Dans un premier temps, le moi est plus important, donc on se dit mais non, c'est pas possible ce que tu crois voir ou ce que tu crois entendre. Donc on arrive à se raisonner. Et puis il y a un moment où la maladie, quand on rentre en bouffée délirante, la crise devient trop forte, et là on n'a plus cette capacité de raison en fait. Parce que la schizophrénie c'est aussi une maladie de la rationalisation. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment où les crises étaient très importantes. Alors pour juguler tout ça, du coup moi je me suis dit que j'allais essayer de sortir tout ce que j'avais au fond de moi, d'écrire un livre, donc d'écrire Obscure Clarté. Et il y a eu beaucoup de choses qui m'ont aidé, mais c'est vrai que je crois beaucoup en l'art-thérapie. Moi, si je n'avais pas pu sortir mes mots MAUX sur mes mots, du coup, honnêtement, je pense que j'y serai encore, parce que moi, j'avais du mal à me confier à des psychiatres, même si je les respectais beaucoup, je n'y arrivais pas. Et ma façon à moi de sortir les choses, c'était en fait l'écriture, en fait, et c'est toujours. Alors dans votre livre, vous parlez aussi de repli, hein, de ne rien dire à ses parents, de ses douleurs, pour ne pas les affecter, hein, ne rien dire non plus à ses amis, hein, essayer de détourner le malaise dans lequel vous êtes. Hein, je parle de tout ça parce que je crois que c'était avant vos hospitalisations, vous essayez d'enfouir un petit peu votre état. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelque chose là-dessus? Moi, j'ai longtemps été dans le déni et dans la non-acceptation de la maladie. Hein. C'est-à-dire que quand la maladie s'est déclarée, quand j'ai eu le diagnostic plutôt, j'étais à la faculté de droit en deuxième année, donc j'avais fait le plus dur, j'ai dû tout arrêter brusquement, j'ai été interné en hôpital psychiatrique, et j'ai recroisé mes anciens collègues de la fac de droit quelques mois après, à Rennes, et donc ils viennent me voir, oui, Florent, on ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe? Et puis moi, je leur ai dit, oui, ça m'intéressait plus le droit, de toute façon je fais autre chose, alors que c'était pas vrai du tout, hein. J'aurais adoré continuer, mais j'arrivais pas à leur dire ce que j'avais peur d'être jugé, qu'ils comprennent pas tout simplement. Et c'est vrai que dans un premier temps, déjà quand j'ai eu mes crises à l'adolescence, je les cachais à mes parents, je m'enfermais dans ma chambre, donc j'en parlais pas. Vraiment, je le cachais très bien. J'étais même doué pour ça, et à mes amis aussi, je l'ai longtemps caché en fait.
Oui, j'ai vu dans votre livre qu'effectivement, les rapports avec votre famille ne sont... Enfin, l'évidence de votre pathologie est arrivée au moment où vous avez besoin d'hospitalisation. Hein, sinon, effectivement, vous trouviez toujours un biais pour vous échapper dans votre chambre. Hein. Alors, on va parler un petit peu de l'hospitalisation, effectivement, parce que à la page 199, vous écrivez « Comment faire pour se reconstruire lorsque mon esprit avait violé mon corps ? Comment surmonter l'humiliation de l'internement ?» Alors, cette hospitalisation, vous avez eu du mal à l'accepter, vous avez vécu des choses très douloureuses pendant cette hospitalisation. Cette humiliation, c'est quoi ? Alors en fait, c'est vrai que le mot humiliation est très fort. Maintenant, j'en parlerai peut-être plus de ce mot-là. Mais à l'époque, mon père et ma maman sont issus de milieux très très modestes. Mais ils ont réussi, et surtout mon papa, à se hisser socialement. Mon père maintenant est général dans l'armée de terre. Et c'est vrai que moi, je me suis mis en fait une pression à la fois familiale en me disant qu'il fallait absolument que je réussisse. Et du coup, quand j'ai été interné, même si mes parents ne m'ont jamais fait ressentir que c'était une humiliation ou ce genre de choses, c'est moi qui l'ai vécu comme ça en fait. Et vis-à-vis de mes amis où j'avais dû arrêter la faculté de droit, où je cachais tout ça, pour moi c'était très difficile à accepter. Mais aujourd'hui, je ne vois pas l'internement comme une humiliation. Au contraire, heureusement que je l'ai fait. Ça m'a permis d'avancer, de progresser. Et ça m'a permis surtout de me reconstruire petit à petit en fait. Heureusement que je suis passé au-delà de ce que je pensais être une humiliation, parce que ça n'en est pas une, mais c'est vrai que sur le moment, le mot est très fort, mais en même temps, il y a beaucoup de gens, entre guillemets, qui considèrent ça comme une humiliation, malheureusement. Être hospitalisé. Oui. Alors justement, par rapport à l'hospitalisation, je voulais vous poser la question, est-ce que l'hospitalisation vous a permis de mieux comprendre votre maladie, mieux l'accepter peut-être, mieux la traiter ? Est-ce que cet événement tout ça. Alors en fait, l'hospitalisation dans un premier temps, moi ça m'a permis de me rendre compte que j'étais vraiment malade. C'est-à-dire que quand j'avais mes crises de bouffées délirantes, en fait, au bout de quelques jours, voire quelques semaines, quand je redormais normalement, au bout d'un moment ça finissait par me passer et je retournais à un état normal. Je recouvrais mon état normal. Donc je me disais, finalement, tu fais quelques crises par an et puis après ça va mieux. Donc je voyais pas trop l'intérêt au début de me faire hospitaliser. Mais quand les crises sont devenues plus graves et plus importantes, par exemple... quand mon père est rentré d'un voyage pour son travail du Brésil, je lui ai sauté dessus en le secouant très violemment avec les épaules, avec l'intention de lui taper dessus en fait. Notre famille, mon frère et ma soeur, ils nous ont séparés, donc ça s'est arrêté là. Mais ça aurait pu aller plus loin, on ne sait pas quoi. Et du coup là, c'est là qu'on a pris conscience, que ma famille a pris conscience que j'étais pas bien, parce qu'ils m'ont demandé ce qui se passait. Donc moi j'ai dit oui, je sais très bien que tu as une autre famille au Brésil, enfin ce genre de choses. Mon père il m'a regardé complètement ahuri, qu'est-ce qu'il raconte? Et du coup c'est là qu'on a pris conscience de la maladie. Et quand je me suis fait hospitaliser, donc les premiers jours ont été très difficiles, parce que moi je suis d'un naturel hyperactif, j'aime bien faire beaucoup de choses, et je suis très sportif aussi. Bon, les premiers jours, moi je dormais 20 heures sur 24, quoi. Et c'était difficile un peu en psychologique, mais après le traitement a diminué, j'ai dormi un petit peu moins. Et donc j'ai pu retrouver des activités et surtout voir les gens qui étaient autour de moi, qui étaient aussi malades en fait. Et donc du coup je me suis dit, mais là il faut que tu fasses quelque chose. Quelque part ça m'a fait violence aussi, parce que je me suis dit, si tu te rends compte que tu es malade, c'est peut-être la première étape pour aller mieux. Parce que comment aller mieux si on n'accepte pas le fait qu'on est malade en fait. Et c'est vrai que avant j'étais dans ce déni de rien dire, et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai commencé à écrire Obscure Clarté, et donc je savais que il y avait des chances qu'un jour mes amis, je leur montre le livre et qu'ils en entendent parler, je savais pas trop, mais au moins j'étais plus dans l'anonymat de la maladie en fait, dans le fait de la cacher quoi. Vous étiez en construction de quelque chose. Alors, pour finir sur cette pathologie, quand on vous a dit que vous aviez une schizophrénie, qu'est-ce que vous a dit le médecin en supplément pour vous aider à contourner, à faire avec? Est-ce qu'il y a eu une aide de ce côté-là? Alors moi en fait le diagnostic m'a été posé par une psychiatre, et malheureusement en fait elle a eu un coup de fil juste entre temps et on m'a pas trop expliqué les choses en fait. Donc du coup je suis sorti de là, j'étais pas bien. Pour moi la schizophrénie c'était ce que je voyais à travers les médias, à travers certaines séries télévisées, donc ça me faisait très peur. Moi je me suis dit, à l'époque en tout cas où il y a eu le diagnostic, je me suis dit bon t'as 24 ans ou 23, ta vie s'arrête à ce moment-là. La première impression a été celle-là. Après j'ai eu la chance d'avoir une famille
qui s'est bien occupée de moi, qui s'est inscrite à des groupes de parole comme l'UNAFAM, et du coup, ils ont pu me donner une autre image de ce qu'est cette maladie. Je me souviendrai toujours, ça a été un déclic. Un jour, ma maman est venue avec une liste de grands personnages qui ont marqué différentes époques, notamment dans l'art ou la science. Donc, il y avait Albert Einstein qui a fait des bouffées délirantes. Il y avait John Fornash, qui est le précurseur de l'intelligence artificielle. Un film sur lui, d'ailleurs, que je recommande, Un homme d'exception, qui est vraiment très beau film. Et donc, du coup, elle est venue avec différents personnages qui avaient marqué certaines époques, de grands génies, mais qui avaient des maladies psychiques. Et je me suis dit, mais attends, eux, ils avaient des maladies psychiques, et ils ont réussi à changer le monde. Toi, tu n'arriveras pas à changer le monde, mais s'ils ont réussi à changer le monde, bah, toi, tu peux peut-être changer ta vie au moins. Et donc, du coup, ça m'a donné vraiment de l'espoir, parce que pour moi, la schizophrénie, moi, je pensais que j'étais plus bête que la moyenne. Quand j'ai eu le diagnostic, vu qu'il ne m'a pas trop été expliqué en plus, moi, je pensais que j'étais beaucoup plus bête que la moyenne. Enfin, donc, du coup, je me suis senti vraiment, au tout début de la maladie, je me suis senti, comme j'avais un gros complexe d'infériorité. En plus, j'avais arrêté mes études de droit, et les autres, ils continuaient. Je les voyais qui parcouraient des années. Donc, j'avais ce sentiment de ne pas être à la hauteur, en fait. Et quand j'ai vu cette liste, il y a eu ce déclic, ça m'a permis d'avoir du courage et d'oser écrire Obscure Clarté, en fait, alors qu'à la base, j'avais déjà commencé à écrire l'introduction, mais j'avais mis dans le grenier chez mes parents, en me disant que j'y arriverais jamais, ça me semblait trop dur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup du livre, je ne me sentais pas de taille pour affronter mes failles. Et c'est vrai qu'au début, c'était ça, en fait. Quand j'ai commencé l'introduction, je me suis dit, ça va être trop dur à faire, et j'ai mis de côté, en fait. Et je suis revenu 2 ans après dessus. Alors je reviens sur l'information sur la maladie. Je crois que vos parents, surtout votre maman, je crois, est allée vers des groupes de parole. Elle est allée à l'UNAFAM, elle a essayé de vous aider sûrement, et de s'aider elle aussi, pour comprendre cette pathologie, et surtout vous aider, parce que vos parents, ils vous ont toujours entouré, et là c'était nécessaire, et je crois que là, votre maman a trouvé un réel soutien dans la compréhension de cette pathologie. Et voilà, donc ça c'était un moment très important. Je vais vous raconter quelque chose. En fait, à la base, ma maman, donc, effectivement, elle s'est inscrite à l'UNAFAM avec mon papa pour essayer de comprendre la maladie, comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Alors moi, au début, je n'aimais pas l'UNAFAM. Mais je vais vous dire pourquoi, parce que ça me rappelait la maladie. Et à chaque fois que j'allais à l'UNAFAM, je me sentais coupable. En fait, je me disais, je savais que c'était pour m'aider, mais je me disais, j'avais toujours ce sentiment de honte, en fait. Et aujourd'hui, heureusement, je suis passé à autre chose, sinon je ne serais pas là devant vous. Mais ce que je veux dire, c'est heureusement qu'il y a eu ces associations, qu'il y a eu l'UNAFAM et d'autres qui ont permis d'avoir une autre vision des choses, en fait. Parce que c'est vrai que il n'y a peut-être pas assez, à certains moments, d'informations qui sont données dans les médias, ou quand on parle de la schizophrénie, souvent c'est pour des faits divers, mais on ne dit pas qu'il y a plein de gens qui ont des crises de schizophrénie ou des crises de bouffées délirantes, mais qui ne sont pas forcément violents, et c'est malheureusement, il y a comme un tabou autour de cette maladie. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais rencontré un ami, et puis il m'a demandé tu écris sur quoi? Je lui ai dit j'écris, je t'en parlerai un autre jour. Puis il insistait tellement qu'un jour j'en ai parlé, donc et je lui ai fait lire l'introduction. Je ne l'ai jamais revu. Je crois qu'il a eu peur. Il a eu peur parce que quand il a vu que j'avais cette maladie-là, ça lui a fait peur, en fait. Et c'est des réactions qu'on peut avoir, que certaines personnes peuvent avoir. Je ne les juge pas, je peux comprendre, mais du coup, c'est pour ça que je fais certaines vidéos, j'essaie de sensibiliser sur le sujet, parce que du coup, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Dédramatiser la maladie psychique en général. Alors, on va passer à l'écriture. Alors j'ai vu qu'à la page 210, j'ouvre les guillemets, et vous dites « Lucile, je suis avide de devenir autre chose qu'un débile mental. Je n'accepte pas ma pathologie. Je la contourne, je la manipule par de subtils jeux de mots. » Mots notés. Et puis à d'autres pages, la page 66, vous dites je suis dans un repli total dans l'écriture, la lecture. Effectivement, vous dévorez les bouquins, Baudelaire en entier, Einstein, et puis bien d'autres, je ne peux pas tous les citer, parce qu'il y en a beaucoup. La page 72, vous dites l'écriture me permettait de me créer un univers. Et voilà comment vous êtes rentré dans l'écriture. Alors,
Quel était ce phénomène déclencheur de l'écriture? Alors, je vais vous raconter une autre anecdote, parce que j'ai commencé en écriture par une anecdote en fait. Hein. À la base, j'ai toujours aimé le français, j'ai toujours aimé lire, mais je n'écrivais pas spécialement. Et puis un jour, comme je suis sportif, je m'étais blessé au basket, et donc je devais récupérer les cours de mathématiques. Donc vous allez me dire, il n'y a rien à voir avec l'écriture. Attendez. Et en fait, donc du coup, je demande à un ami s'il a bien les cours de mathématiques. Je l'appelle et il me dit bah non, je les ai pas. Alors je lui dis bah oui, mais je sais par l'intermédiaire de notre ami que tu étais en cours, donc bah tu devrais les avoir. Il me dit oui, mais quand je suis en cours de maths, moi je fais pas les maths. Je lui dis bah tu fais quoi? Et il dit bah attends, j'arrive. Donc il vient chez moi et puis il me montre ce qu'il fait. En fait, il écrivait des poésies, des textes de rap, il écrivait des mini-romans, enfin il faisait plein de choses. Et donc il s'appelait Nasser. Et il me dit d'ailleurs, je cherche quelqu'un pour écrire avec moi. Alors moi je lui dis oula, j'adore lire, mais je voyais ce qu'il écrivait, c'était super beau, c'était magnifique. Je me suis dit mais je vais jamais être à la hauteur, donc je lui ai dit non pendant 2 semaines. Il a tellement insisté, je me suis dit bon bah ok, je vais essayer, il va voir que je suis nul et puis il va arrêter de me demander. Et finalement on a fait ce premier texte qui s'appelle L'irrésistible idylle. Et je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça a été le déclic, on écrivait comme ça, au lieu de recopier les probabilités ou les statistiques, nous on écrivait des vers et on se répondait, lui il faisait 4-5 vers et je devais lui répondre. Et ça a commencé comme ça mon entrée en écriture en fait. Après effectivement, parce que lui il a dû repartir après en Afrique, et quand il est reparti, au début je me suis senti bien seul, mais j'ai décidé de continuer à écrire, donc j'ai continué à écrire des textes, des poèmes. Donc j'ai écrit ce poème qui s'appelle Obscure Clarté, et j'ai décidé de le transposer en écrivant mon histoire. Donc dans ce livre, mais c'est vrai que là je prépare encore d'autres livres. Là j'ai fini un roman, et Obscure Clarté, on va dire que c'est quelque chose qui m'a vraiment servi. C'est, comme je disais tout à l'heure, une vraie psychothérapie, et ça m'a permis de voir au plus profond de moi, de voir en arrière ce que j'avais fait aussi, ce que j'aurais pu faire mieux aussi, parce que par exemple avec mon papa, je sais que durant l'enfance on avait des rapports magnifiques, je faisais le jardin avec lui, on faisait plein de choses, et puis à l'adolescence, il y a une image que je dis de temps en temps, sa main a un peu quitté la mienne, c'est-à-dire on s'est perdu de vue. Moi je voulais devenir basketteur, pour lui c'était pas important, donc pour lui c'était plutôt de faire des études, et j'en ai longtemps voulu de pas venir me revoir jouer au basket, mais en même temps il n'avait pas forcément le temps parce qu'il avait un travail très prenant, et je pense que j'aurais pu être plus compréhensif vis-à-vis de ça, mais j'ai compris tout ça en écrivant, j'ai compris aussi la maladie en écrivant, donc ça m'a vraiment énormément aidé. Mais il y a aussi des larmes qui sont coulées quand j'ai fait le chapitre sur mon père qui s'appelle Mon colonel de père, qui est un chapitre plein de tendresse, mais qui est aussi un chapitre difficile. Je me souviens qu'à la fin du chapitre, à la fin de l'écriture de ce chapitre, j'étais dans un bar et il y a les larmes qui sont venues toutes seules, quoi. Et là, je me suis dit, là j'ai fait une pause, j'ai arrêté d'écrire pendant 1 mois parce que c'était devenu très difficile, mais c'était un besoin nécessaire en fait. Parce que pour exorciser ces démons, il faut arriver à les sortir, et quand on les sort par des larmes, ça veut dire que ça a marché en fait. Oui, votre écriture ressemble à un effet de mise à distance un petit peu. Hein. On découvre ce que l'on ne voyait pas finalement quand on écrit et qu'on se relit. C'est un petit peu ça. Tout à fait, il y a une phrase qui m'est venue un jour, vers 1h ou 2h du matin, j'étais en train d'écrire. Et il y a une phrase qui me vient comme ça, bon j'ai plus la phrase exacte, mais en gros c'est ça. Je ne suis pas satisfait de ma condition sociale, ma maladie me sert bien, je me suis inventé un rôle dans lequel j'étais important. Et en fait, comme j'avais redoublé plusieurs fois, que ce soit au lycée, la fac de droit, j'avais eu du mal à avoir ma première année, donc j'ai vraiment ramé pour l'avoir. J'avais ce sentiment d'infériorité en fait, et finalement la maladie quelque part, ça me rendait service puisque j'étais recherché par toutes les polices de France. Quand j'étais déjà allé dans le métro à Rennes, je croyais qu'on me suivait. J'étais devenu quelqu'un d'important finalement. Grâce à la maladie, je m'ai inventé un personnage important. Et du coup, quand j'ai compris ça, j'ai fait un bond parce que je me suis dit, quand on comprend ce qu'on a, forcément, ça nous permet d'avancer. Et si j'avais pas réussi à l'écrire, est-ce que je l'aurais compris? Je suis pas sûr. Ou ça aurait peut-être mis beaucoup plus de temps. Mais du coup, l'écriture d'Obscure Clarté, ça m'a permis d'exorciser mes démons en fait. Alors, page 255, vous écrivez, donc ce que vous venez de dire, hein, mettre sur papier ses sensations, c'est aussi les digérer. C'est aussi passer à autre chose, soulager le mot, cette écriture. Alors,
est-ce que l'expression artistique d'écrire permet de percevoir autrement la maladie? Vous le disiez très justement tout à l'heure, en fait, ça permet d'avoir une mise à distance. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand on écrit, il y a des choses qui vont sortir comme ça, on ne calcule pas, donc les phrases viennent comme ça. Mais quand on veut écrire un livre, on se relit. Et avec la relecture, ça nous permet de prendre de la distance. Et aussi le fait que moi, quand j'écris, en fait, je vais écrire pendant 2 ou 3 mois à fond. Après, pendant 1 mois, je vais arrêter d'écrire. Et après, je vais revenir sur ce que j'ai fait. Donc du coup, le mois de décalage où je n'ai pas écrit, ça me permet après, quand je reviens sur l'écriture, de prendre de la distance avec les mots que j'ai écrits, mais aussi de comprendre ce que j'ai vraiment voulu dire. Parce que des fois, on écrit une phrase et puis on se dit, mais à quoi ça correspond, parce qu'on peut l'interpréter différemment. Il y a certaines phrases qu'on peut interpréter différemment, mais c'est vrai que l'écriture permet une mise à distance et permet de comprendre, et ça, c'est primordial. De comprendre et de se reconstruire aussi. Alors, on peut se cacher derrière un livre. Et comment êtes-vous passé de l'écriture intime à la publication du livre? Alors effectivement, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était pour moi. Égoïstement, je ne savais même pas si j'arriverais à le finir. Comme je disais tout à l'heure, quand j'ai fait l'introduction, je n'ai fait que... J'ai terminé l'introduction, puis après je l'ai mise dans le grenier chez mes parents, donc pendant 2 ans, j'ai pu toucher. Donc le livre aurait pu en rester là, finalement. Après, j'ai repris l'introduction, j'ai retravaillé le livre, donc j'ai terminé. Et pour le publier, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu de la chance aussi, parce que j'avais un blog, que j'ai toujours, qui s'appelle Obscure Clarté, le blog. Et donc je mettais des textes, des poèmes, puis un jour j'ai mis l'introduction d'Obscure Clarté dessus. Et au bout de quelques mois, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant, bah tiens, j'ai vu ton intro, c'est pas mal. J'ai un site qui s'appelle Passion d'écrire. Le site n'existe plus maintenant, mais c'était une passerelle en fait entre les jeunes auteurs et les maisons d'édition. Et il m'a dit, bah, tu devrais venir mettre ton introduction, on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un en remarquera et peut-être que tu auras une proposition. Donc ça a commencé comme ça, j'ai mis l'introduction sur Passion d'écrire. Et quelques mois après, il y a une maison d'édition qui m'a contacté en me demandant si j'avais que l'intro ou si j'avais un livre derrière, en fait. Donc du coup, j'ai envoyé le manuscrit et ça a commencé comme ça. Alors, page 344, c'est des questions. Qui suis-je? Point d'interrogation. Je suis un écrivain qui dessine en vain son destin. Un homme qui a voulu chasser le malin en exorcisant son venin par l'écriture. Je voulais vous poser une question, si vous seriez d'accord, sur une phrase d'Antonin Artaud, qui je trouve est assez proche de ce que vous dites là. Nul n'a jamais écrit ou peint, sculpté, modelé, construit, inventé, que pour sortir en fait de l'enfer. Ça, c'est Antonin Artaud. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase? C'est une phrase que je trouve très belle, même si c'est un peu fataliste. Mais on peut aussi citer une autre phrase, l'enfer c'est les autres, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de phrases comme ça avec ce mot, l'enfer, qui est très fort. Mais c'est vrai que quand on est au fond de la maladie, on peut apparenter ça à une forme d'enfer. Moi, je me souviens quand j'avais mes bouffées délirantes, c'est un épuisement mental constant, puisque du coup, on essaye d'aller à l'encontre de ce qu'on croit voir ou entendre. Donc il y a un moment, ça devient très difficile psychiquement. Et c'est ce que je dis souvent quand on me demande l'effet que ça fait. Pour moi, c'est quand on est en bouffée délirante, c'est comme si on était devant un film d'horreur ou un film de science-fiction, sauf qu'on n'est pas assis tranquillement devant son canapé, on est dedans et on y croit à 100% en fait. Et c'est ça qui est très très paradoxal, qui est très dur. Alors effectivement, je pense que ce soit l'écriture, la musique, la sculpture, toutes les formes d'art en fait, c'est pour sortir d'un mal-être en fait quelque part, pour l'exprimer. Mais après, on peut se poser la question différemment. Une fois qu'on a réussi à écrire sur son mal-être, est-ce qu'on peut continuer? Parce que moi, je me suis longtemps posé la question, une fois que j'ai eu terminé sur Clarté, je me suis dit, mais comment tu vas faire pour écrire autre chose? Il faut de la matière, faut avoir du vécu peut-être. Et en fait, après l'écriture sur Clarté, pendant 1 an, j'ai continué à écrire des textes, des poèmes. Et puis, il y a eu l'idée d'un autre livre qui a émergé. Donc là, j'ai fini un roman. Et je prépare une suite à Obscure Clarté, parce qu'il y a beaucoup de choses
qui se sont passées depuis. Et c'est vrai qu'on écrit d'abord, je pense, pour soi et pour sortir ces mots qu'on peut apparenter dans certains cas à une forme d'enfer quand on est vraiment pas bien. Et il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur le sujet, mais moi je crois beaucoup au concept de la résilience. Grosso modo, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Avoir une expérience difficile, une maladie ou un accident de voiture ou une très grave dépression, arriver au bout de quelques années ou plusieurs mois à s'en sortir, mais une fois qu'on s'en est sorti, on se sent plus fort qu'avant. Si vous me posez la question aujourd'hui, est-ce que tu te sens plus fort qu'avant, je vous répondrai oui, parce que j'ai vécu tout ça et que je me suis nourri de tout ça en fait. Reconstruire. Je reprends ce mot. Reconstruire. C'est bien. Alors on va passer au métier. Le métier, vous avez choisi un métier qui est un métier de soignant. Et je voulais vous demander comment vous maîtrisez, comment maîtrisez-vous votre métier d'aide-soignant avec les patients envahis par la maladie? Alors effectivement, je me souviendrai toujours du premier jour où je suis retourné travailler dans l'hôpital où j'avais été interné. Le premier jour, j'ai eu besoin de m'asseoir parce qu'en fait, je lisais le dossier d'une des personnes qui était internée et ça me faisait penser à moi. Et il y a eu un moment, je me suis dit, mais tu pourras encore y être. Donc j'ai eu besoin de m'asseoir pour prendre un peu de distance. Hein. L'aide-soignante qui était à côté de moi, ou l'infirmière l'a vu, elle m'a dit, Flo, assis-toi quelques minutes. Et donc du coup, je me suis assis quelques minutes, je me suis dit, ça va être dur. Et au final, ça s'est très très bien passé. Parce que du coup, j'ai su prendre cette distance nécessaire. Et je pense que c'est très important quand on est aide-soignant, on est dans un métier qui est pas évident tous les jours, mais qui est passionnant. Il faut savoir avoir du temps pour soi. Quand je sors du travail, le travail est derrière moi. Je sais que je vais soit écrire, soit je vais écouter de la musique ou faire du sport, mais je vais m'occuper d'esprit en fait. Et le problème, c'est que c'est quand on sort de son travail, mais qu'on y pense encore beaucoup. Et qu'on n'arrive pas à en sortir complètement, là ça devient difficile parce que du coup on n'a pas de moment où on peut respirer. Et notamment quand on a la maladie que j'ai, la schizophrénie, si vous voulez, on a une faculté de concentration qui est là, mais elle n'est pas aussi bonne qu'une faculté de concentration d'une personne, entre guillemets, qui n'aurait pas de pathologie psychique, en fait. Donc du coup, enfin en tout cas pour moi je parle que je sais que, par exemple, j'ai dû faire des efforts en termes d'organisation, maintenant j'y arrive très très bien, mais à la base, pour ce qui pouvait être très simple pour une personne, pour moi ça pouvait paraître compliqué. Par contre, dans tout ce qui était rapport humain, relationnel, j'étais bon. Mais tout ce qui était organisation, moi, il fallait qu'on me répète les choses en fait. Et c'est pour ça que j'ai attaché beaucoup d'importance à essayer d'être performant dans ce domaine, parce que je pense qu'on est aussi performant que son plus gros point faible, ou aussi bon que son plus gros point faible. Une fois qu'on sait ça, on ne peut que progresser. Mais toute personne, vous savez, quand on est pris par son travail, il est nécessaire d'avoir des occupations dites sympathiques à l'extérieur. Ça nous permet de nous ressourcer et d'être plus disponible quand on revient vers le travail. Alors, je voulais vous poser une question sur le travail. Est-ce que cette différence, parce que vous avez une différence, vous en parlez, cette différence vous permet en tant qu'aide-soignant d'apporter plus d'attention envers les personnes en souffrance? Je dirais que, je ne sais pas si je dirais plus d'attention, je dirais en tout cas, j'ai beaucoup d'empathie parce que j'ai vécu les choses. Donc forcément, quand une personne vient me voir et qu'elle a un délire ou une forme d'hallucination, je vais savoir gérer la situation parce que j'ai déjà été à cette place. Donc il y a des moments effectivement où c'est plus difficile à gérer parce que il y a même quelqu'un qui a du métier ou qui a eu ce que j'ai eu, il y a toujours des surprises. Et c'est normal, c'est la vie, c'est ce qui est beau aussi. Et ce qui va marcher sur une personne ne marchera pas forcément sur une autre personne. La beauté aussi du métier d'aide-soignant, c'est qu'il faut revoir ces concepts presque tous les jours. C'est-à-dire, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est que on peut très bien, par exemple, une personne a une hallucination, on va l'écouter, lui demander d'expliciter cette hallucination pour savoir un petit peu comment elle se sent elle, dans sa tête, dans son esprit. Donc peut-être qu'elle va essayer de nous expliquer. Donc si elle nous explique, ça peut marcher parce qu'elle va se sentir comprise. Mais sur une autre personne, elle peut prendre ça pour une agression et s'énerver, ça dépend. Donc c'est vrai qu'il faut les outils qu'on a pour travailler, il faut les revoir parce qu'en fait, on travaille vraiment dans... J'ai envie de dire dans l'infiniment petit, parce qu'un être humain, c'est complexe. Oui, chaque individu est unique. Hein. Alors, la dernière question. Vous croyez à la thérapie de l'art, hein? Avez-vous imaginé un atelier d'écriture pour les patients hospitalisés dans votre service? Alors oui, j'ai imaginé un atelier d'écriture pour les patients dans mon service. Ce sera peut-être fait l'année prochaine, donc je lance un message. Hein. J'espère que ça va se faire.
sachant que là où je suis, il y a aussi des ateliers sur l'art-thérapie, sur la musique et sur la peinture. Donc là, il y aurait aussi l'écriture, ce serait super. J'aimerais beaucoup, ça permettrait de partager des choses. Et moi, si je peux... je sais qu'il y a des gens qui aiment écrire là où je suis actuellement. Donc du coup, je leur ai proposé, eux sont intéressés, mais il faut qu'on trouve... faut dégager du temps. Mais quand on est motivé, on trouve toujours. Je pense, oui.